derby ouest-africain s'annonce en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et celui-ci, c'est bien plus qu'une simple rencontre sportive. C'est une histoire de frères ennemis qui s'apprêtent à en découdre. On plonge aujourd'hui dans le choc à venir entre le Sénégal et son voisin, le Mali. Le match est prévu pour le 9 janvier à Tanger, au Maroc. Et pour préparer ça, on a épluché pas mal de sources, de la presse sportive, bien sûr, mais aussi des analyses tactiques, des papiers sur leur histoire commune, et même des centaines de réactions de supporters sur les réseaux sociaux. C'était fascinant. Notre mission, du coup, c'est de décrypter tous les enjeux de ce qu'on appelle déjà le derby de la devise. Et on va voir que ce surnom, il est loin d'être anodin. On va explorer les dynamiques sur le terrain, évidemment, mais aussi tout le poids de l'histoire et l'intensité émotionnelle autour du match. Exactement. Alors, commençons par le début. Comment ces deux équipes sont arrivées là? Parce que leur parcours, franchement, ne pourrait pas être plus différent. C'est le contraste le plus frappant en fait. D'un côté, on a le Sénégal qui a traversé les premières étapes du tournoi avec une sérénité presque déconcertante. Ils ont validé leur statut de favori sans jamais vraiment trembler. Leur huitième de finale contre le Soudan, c'en est le parfait exemple. C'est vrai. Et même quand ils concèdent ce but très très vite, à la 6e minute, on n'a jamais senti la panique s'installer. C'est ça qui ressort des analyses, cette impression de maîtrise totale, même menée au score. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources montrent bien que ce n'est pas de l'arrogance, mais une confiance acquise avec leur statut. La réaction a été immédiate, clinique. Ils ont complètement renversé la situation pour s'imposer 3-1. Et au cœur de cette réaction, il y a un joueur qui a été particulièrement marquant, Pape Gueye. Ah oui, son doublé. Juste avant la mi-temps. C'était le tournant du match, clairement. Il a pris ses responsabilités, il a remis son équipe sur les rails. Mais au-delà de Gueye, il y a un autre moment, un peu plus discret mais qui en dit long, je trouve. Je parle de Sadio Mané. Absolument. Dans ce match, il a délivré 2 passes décisives, ce qui a fait de lui officiellement le meilleur passeur de toute l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. 9 passes au total. Quand même. C'est pas un petit détail. Ça montre que le danger vient pas seulement de sa capacité à marquer, mais de sa vision du jeu, de sa maturité. Il est devenu un créateur, un leader qui fait jouer les autres. Et c'est le symbole de ce Sénégal hindou. Une machine collective bien huilée, avec des individualités capables de faire basculer un match à tout moment. Une machine bien huilée. C'est tout le contraire de ce qu'on a vu côté malien. Pour eux, le parcours, c'était pas une autoroute. C'était plutôt une expédition à haute montagne. Leur qualification, un vrai thriller. C'est le mot juste. Leur 8e de finale contre la Tunisie, c'était du cinéma. Un scénario que personne n'aurait pu écrire. Pour rappel, ils se retrouvent réduits à 10 dès la 26e minute. Ah oui, l'expulsion de Wayou Koulibaly. Exactement. Et à ce niveau de la compétition, jouer plus d'1 heure en infériorité numérique, c'est quasiment une condamnation. Et tactiquement, ils ont géré ça comment? Les sources décrivent une équipe qui s'est complètement réorganisée, qui a abandonné toute ambition offensive pour se muer en forteresse. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont formé un bloc très bas, très dense, et ils ont subi les vagues tunisiennes pendant plus d'1 heure. Et quand la Tunisie marque enfin à la 88e minute, tout le monde dans le stade a pensé que c'était fini. Le match semblait plié. Mais c'est là que la force mentale de cette équipe est apparue au grand jour. Au lieu de s'effondrer, ils ont trouvé des ressources. Insoupçonnées. Les dernières minutes étaient folles. Ils ont jeté leur dernière force dans la bataille et ils obtiennent ce pénalty presque miraculeux à la 96e minute. Et Lassine Sinayoko n'a pas tremblé. Il arrache l'égalisation. Rien que ça, c'est déjà un exploit. Mais le meilleur restait à venir, la séance de tir au but. Et là, un homme est sorti de l'ombre pour devenir un héros national, Bro, le gardien Djigui Diarra. Monumental. Il a été monumental, il a fait plusieurs arrêts décisifs pour qualifier son équipe, 3-2. Il y a une citation de lui après le match, reprise partout, qui est absolument parfaite. Je l'ai noté, elle est incroyable. Il dit au moment des pénalités, tous les joueurs se sont dit que c'était le moment de se qualifier. Personnellement, je pensais au peuple malien. On sent vraiment une équipe portée par une mission qui la dépasse, par un truc plus grand que le foot. C'est exactement ça. Cette qualification, c'est pas juste une victoire sportive, c'est un acte fondateur pour ce groupe. Ils se sont forgés un mental d'acier dans l'adversité la plus totale. On a donc un choc entre une équipe sénégalaise qui avance avec la force de ses certitudes et une équipe malienne qui avance avec la force de son cœur. Et ce choc de mentalité, on le retrouve incarné par les deux hommes sur le banc, les sélectionneurs. Côté Sénégal, Pape Thiaw, lui, semble être l'apôtre de la flexibilité. Oui, les analystes tactiques le décrivent comme un coach
coach très moderne, pas du tout dogmatique. Il adapte son système en fonction de l'adversaire. On l'a vu évoluer en 4-3-3, avec des alliés très rapides, mais aussi en 4-2-3-1 pour densifier son milieu. Sa philosophie, elle est basée sur des transitions très rapides, de la défense à l'attaque, pour exploiter la vitesse de ses joueurs. Et pour ce match, il récupère une pièce maîtresse de son dispositif, le retour de suspension de son capitaine, Kalidou Koulibaly. Concrètement, qu'est-ce que son retour change au-delà de la solidité défensive? C'est aussi ce leadership qui a pu manquer. C'est un apport immense, sur tous les plans. Défensivement, c'est un rock, un des meilleurs du monde à son poste. Mais son influence va bien au-delà. C'est le patron de la défense, celui qui organise, qui rassure, qui crie. Sa seule présence suffit à élever le niveau de concentration de toute l'équipe. Contre un Mali qui va probablement jouer en contre, avoir un défenseur de sa trempe capable de lire le jeu, c'est un atout inestimable. Donc on a cette flexibilité sénégalaise, mais les sources décrivent le sélectionneur du Mali, le Belge Tom Saint-Fié, comme étant presque à l'opposé. C'est quoi son approche, ce pragmatisme? Tom Saint-Fié, c'est un personnage. On le surnomme le faiseur de miracles, et c'est pas pour rien. Il a bâti sa réputation en prenant des équipes considérées comme petites et en les emmenant bien plus loin que prévu. On se souvient tous de ce qu'il a fait avec la Gambie. Il les qualifie pour leurs 2 premières CAN, un exploit historique. Un style qui peut être frustrant pour les spectateurs, mais qui est diablement efficace, c'est ça? C'est sa marque de fabrique. Sa doctrine est claire. La priorité absolue, c'est de ne pas prendre de but. Il organise ses équipes dans un bloc défensif très bas, très compact. L'idée, c'est de laisser le ballon à l'adversaire, de le frustrer, de l'aspirer dans un faux rythme et de le punir sur des contres ou des coups de pied arrêtés. Il n'est pas là pour le spectacle, il est là pour le résultat. D'ailleurs, il l'a annoncé dès sa signature, son objectif, c'est d'atteindre la demi-finale. Le reste est secondaire. Et il faut ajouter un élément de contexte qui, je pense, décuple la motivation de son équipe. Avant même le début du tournoi, Saint-Fiat a eu des mots très durs envers la FIFA. Oui, une sortie médiatique assez virulente. Il a publiquement accusé la FIFA d'être responsable des blessures de 2 de ses joueurs les plus importants, Amari Traoré, le capitaine, et Sikou Niakate. La raison? La FIFA a autorisé les clubs européens à retenir les joueurs africains jusqu'à la dernière minute. Et les 2 se sont blessés lors de leur dernier match en club. Ce qui est terrible pour une sélection qui n'a pas la profondeur de banc des grandes nations. Exactement, il a parlé d'un manque de respect pour le football africain. Du coup, le Mali aborde ce quart non seulement avec un effectif diminué, mais aussi avec un sentiment d'injustice, l'impression qu'on leur a mis des bâtons dans les roues. Et ce genre de sentiment, ça peut transformer une équipe. Ça soude un groupe, ça crée une mentalité de nous contre le reste du monde. C'est un carburant psychologique extrêmement puissant. Ce duel tactique est fascinant. Mais ce qui ressort vraiment des sources, c'est que ce match se joue aussi, et peut-être surtout, sur un autre terrain, celui de l'histoire. On ne peut pas comprendre l'intensité de cette rivalité sans parler de la Fédération du Mali. Absolument. C'est une histoire courte mais d'une puissance symbolique incroyable. Pour une brève période, entre 1959 et 1960, le Sénégal et ce qu'on appelait alors le Soudan français, qui deviendra le Mali, ne formaient qu'un seul et même État. C'était un grand projet d'unité ouest-africaine né dans l'élan des indépendances. Une fédération qui n'a duré que quelques mois avant d'éclater à cause de divergences politiques. Mais l'idéal d'unité, a laissé des traces. Des traces qui sont visibles tous les jours, c'est ça qui est fou. Les 2 nations, après leur séparation, ont conservé des symboles communs. Le plus frappant, et c'est ce qui donne son nom au match, c'est leur devise officielle. Elle est mot pour mot la même. Un peuple, un but, une foi. Waouh, je n'avais pas réalisé que leur devise était littéralement la même. Ça change complètement la perspective sur ce match. Ce n'est plus juste une rencontre de football. Ça devient une confrontation directe de cet idéal commun. Qui l'incarne le mieux? Est-ce le peuple sénégalais et sa foi dans son statut de champion, ou le peuple malien et son but de renverser des montagnes? Chaque équipe, à sa manière, va porter sur le terrain une interprétation de cette devise partagée. C'est presque philosophique. Et les symboles ne s'arrêtent pas là. Si on regarde leur drapeau, c'est la même chose. Ils arborent les 3 mêmes couleurs panafricaines, le vert, l'or et le rouge. La seule différence, c'est la disposition et l'étoile verte sur le drapeau sénégalais. C'est une fraternité visuelle. Et cette fraternité, cette proximité, c'est toujours traduite sur le terrain par une rivalité extraordinairement équilibrée. Les statistiques qu'on a pu consulter sont formelles. Depuis 1985, les 2 équipes se sont affrontées 22 fois. Le résultat est presque parfaitement symétrique. 9 matchs nuls, 8 victoires pour le Sénégal et 5 pour le Mali. C'est incroyablement serré. Jamais de domination claire de l'un sur l'autre, en fait.
Jamais. Le dernier affrontement en phase finale de la CAN, c'était en 2004, et le match s'était soldé par un score de 1-1. Tout indique que ce sera, encore une fois, un combat acharné, un duel où chaque centimètre sera disputé. Et ce combat, il ne se jouera pas que sur le terrain. L'ambiance dans les tribunes à Tanger s'annonce absolument électrique. La ville est en train de devenir l'épicentre de cette ferveur. Les deux camps mobilisent leurs troupes de manière impressionnante. Côté sénégalais, on voit que c'est très organisé. Le groupe de supporters officiels, le 12e Gaïdé, est présent en masse. Les images de leur arrivée à l'aéroport pour accueillir l'équipe, chantant et dansant sous la pluie, ça montre une détermination sans faille. Et il faut aussi prendre en compte un facteur important, il y a une très forte communauté sénégalaise qui vit au Maroc. Les estimations parlent de plusieurs milliers de supporters qui seront dans le stade. Ils joueront presque à domicile. On sent une grande confiance, mais teintée de prudence. J'ai relevé cette phrase du joueur Crépin Diatta qui résume bien ça. On sait ce qui nous attend, ce sera un match très difficile. Ils sont favoris, mais ils ne sous-estiment personne. Et en face, du côté malien, la victoire héroïque contre la Tunisie a agi comme un détonateur. On sent une vague d'enthousiasme, de fierté nationale qui porte les supporters. L'effet psychologique est énorme. Avant ce match, ils étaient des outsiders. Maintenant, ils se sentent invincibles. Il y a une petite phrase, vue sur les réseaux sociaux et dans les reportages, qui circule beaucoup parmi eux. Le Sénégal est maîtrisable. Il n'y a aucune peur, aucun complexe d'infériorité. Ils sont persuadés que leur force mentale et leur unité peuvent renverser n'importe qui. Il y a un témoignage d'un supporter malien qui illustre parfaitement cette mentalité. Il dit « On n'a pas besoin de l'esprit individualiste, on a besoin du collectif ». Pour eux, la clé n'est pas dans les grands noms comme Mané ou Koulibaly, mais dans la force du groupe, cette solidarité qui leur a permis de survivre à l'enfer contre la Tunisie. Exactement. C'est la culture du « nous » contre la culture du « je ». C'est un peu David contre Goliath, même si l'écart de niveau est pas si grand. Mais la narration est là. On a donc tous les ingrédients pour une atmosphère exceptionnelle, une bataille de décibels et de passion dans les tribunes. Si on fait la synthèse, le tableau est incroyablement riche. D'un côté, on Sénégalais, sûrs de leur force, portés par des individualités de classe mondiale. Et de l'autre, des outsiders maliens héroïques. Une équipe au mental de fer, forgée dans l'adversité la plus extrême, qui a prouvé qu'elle avait des ressources psychologiques quasi illimitées. C'est donc bien plus qu'un simple match. C'est une bataille tactique entre la flexibilité et le bloc défensif. C'est un derby chargé d'histoire, avec cette symbolique folle de la devise partagée. Et tout ça dans une ambiance de feu à Tanger. Au fond, ce match, c'est un test pour deux philosophies, deux identités nationales, encapsulées dans un idéal commun. C'est la puissance établie du Sénégal contre l'esprit de corps du Mali. Le vainqueur ne gagnera pas seulement une place en demi, il gagnera le droit de dire, pour un temps, qu'il est le meilleur représentant de cet idéal ISPO. Un peuple, un but, une foi. Et ça nous amène à une pensée finale, une question qui dépasse le cadre du sport. Au-delà du résultat du 9 janvier, on peut se demander comment cet héritage de la Fédération du Mali, cette histoire commune si brève mais si dense... de la CAN à Tanger, entre le Sénégal et le Mali, attention, ce n'est pas un match comme les autres. Bien sûr, il y a l'enjeu, les Lions de la Teranga contre les Aigles, c'est une affiche magnifique. Mais derrière tout ça, il y a une histoire bien plus profonde, une histoire qui lie ces deux pays d'une manière absolument unique. On a l'habitude des rivalités géographiques, des derbys passionnés, ça on connaît. Mais là, c'est différent. On touche à quelque chose de plus intime. C'est une confrontation qui puise ses racines dans un rêve commun, un projet d'unité qui a vraiment façonné l'identité de ces deux peuples. Alors pourquoi ce match est si particulier? Pourquoi est-ce que bien au-delà de leurs frontières, tout le monde retient son souffle? Eh bien la réponse, elle tient en 3 mots. Une devise que les deux pays partagent et qui transforme ce match en ce qu'on pourrait appeler le derby de la devise. Et là voilà cette fameuse devise. Regardez bien, c'est quand même assez fou. Le Sénégal et le Mali sont les deux seules nations au monde à partager, mot pour mot, la même devise nationale. Un peuple, un but, une foi. Et non, ce n'est pas du tout une coïncidence, c'est un héritage qui nous fait remonter plus de 60 ans en arrière. À l'origine de tout ça, il y a la très brève, mais tellement symbolique, Fédération du Mali. Imaginez, pendant 506 jours, ces deux territoires ne formaient qu'un seul et même pays. Et même si des visions politiques différentes ont mis fin à l'aventure assez vite, l'idéal, lui, est resté. Cette devise, c'est le souvenir vivant de ce destin commun qui a failli exister. Et aujourd'hui, c'est sur un terrain de foot que cet idéal va s'incarner. Alors parlons un peu du terrain. D'abord, jusqu'ici peut se résumer en un mot, maîtrise. C'est vraiment la force tranquille, la confiance d'une équipe qui sait qu'elle est forte et qui l'assume sans jamais vraiment trembler.
Et s'il y a un joueur qui incarne cette maîtrise, c'est bien Sadio Mané. Au-delà d'être le leader technique de cette équipe, il est devenu pendant ce tournoi le meilleur passeur de toute l'histoire de la CAN. 9 passes décisives. C'est un record incroyable, qui montre surtout à quel point il joue pour le collectif. Et cette mentalité, on la retrouve parfaitement dans les mots de leur sélectionneur Pape Thiaw, après la victoire 3-1 contre le Soudan. Faut se souvenir qu'ils étaient menés au score. Mais les Lions n'ont pas paniqué, jamais. Ils ont passionnément déroulé leur jeu pour finalement renverser la situation. C'est ça, la confiance d'un champion. Et puis en face, il y a le Mali. Et là, le ton est radicalement différent. Si le Sénégal, c'est la force tranquille, le Mali, c'est l'incarnation de la résilience héroïque. Leur parcours juste en quarts, honnêtement, c'est un petit miracle. Un vrai scénario de film. Il faut juste revoir la séquence de leur 8e de finale pour comprendre. Un carton rouge très tôt dans le match, un but qu'ils encaissent à la 98e minute qui semble les achever, n'importe quelle autre équipe se serait effondrée. Mais pas le Mali. Ils vont chercher un pénalty dans les toutes dernières secondes, ils tiennent jusqu'au tir au but, et là, leur gardien devient un héros national. C'est la définition même d'un mental d'acier. Et les mots du gardien Djidji Diarra, juste après le match, sont tellement révélateurs. Cette rage de vaincre, cette force pour ne jamais abandonner, il explique qu'elle vient de la fierté de tout un peuple. C'est cette connexion qui les rend si dangereux. On a donc d'un côté la puissance maîtrisée, de l'autre la résilience héroïque. Et logiquement, cette opposition de style, on va la retrouver sur le banc, avec 2 philosophies de jeu qui nous promettent une fascinante bataille tactique. En gros, d'un côté, le Sénégal de Pape Thiaw va vouloir le ballon. Il va vouloir utiliser la vitesse de ses ailiers pour faire sauter le verrou adverse. Un jeu qui mise sur l'offensive, sur le talent pur. Et de l'autre, le Mali de Tom Saintfiet, c'est l'expert du bloc bas. L'idée est simple, être super compact, frustrer l'adversaire et exploser en contre à la moindre occasion. C'est le talent individuel face à la solidarité de fer. Le décor est donc planté pour un affrontement qui s'annonce mémorable à Tanger. Alors quels sont les derniers détails qui pourraient faire basculer ce match d'un côté ou de l'autre ? Au fond, tout se résume à cette grande question. Est-ce que la puissance offensive du Sénégal va finir par user et par faire craquer la défense malienne, ou est-ce que la force mentale et la solidarité du Mali peuvent encore une fois renverser des montagnes et créer l'exploit ? Quelques facteurs très concrets vont peser lourd dans la balance. Pour le Sénégal, le retour de suspension de leur capitaine et roc défensif, Kalidou Koulibaly, c'est un énorme avantage. En face, le Mali est quand même handicapé par plusieurs absences importantes en défense. Et puis il y a l'ambiance. Les 2 communautés sont immenses et passionnées au Maroc. Le stade de Tanger va être une vraie cocotte minute. Au final, toute l'histoire se résume à ce paradoxe. 2 nations sœurs, unies par le passé et par les mêmes mots. Un peuple, un but, une foi, qui vont s'affronter pour une seule et unique place en demi-finale. Ce sera une fête, quoi qu'il arrive, c'est sûr. Mais au coup de sifflet final, après 90 minutes, peut-être plus, leur devise commune va se heurter à la dure réalité du sport. Pour un même but, il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur.